Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. J'ai été passionné par les deux interventions précédentes et vous allez voir qu'il y a des aspects que je vais reprendre, surtout de la présentation qu'a faite Stéphanie. Enfin, je vais reprendre, je vais juste les citer, puisqu'ils ont été déjà très bien exposés. Donc, ce qui m'a été demandé, c'est deux choses, de parler à la fois en même temps, enfin pas tout à fait d'ailleurs, des protéines animales et des protéines végétales. Alors pour les protéines animales, je vais centrer sur quelles évolutions de la consommation des protéines animales en France et surtout essayer de comprendre quelles sont les raisons du déclin, c'est pas un scoop, de la consommation de produits animaux dans notre pays. Et puis, quel avenir pour des protéines locales, végétales, certes, mais aussi animales, parce que je suis convaincu que malgré ce déclin de la consommation, c'est pas la fin de l'ERCO pour les produits animaux sous réserve. Alors, la première partie, non, je ne fais pas dans le bon sens. Donc, c'est parler donc, des évolutions récentes de la consommation des produits animaux. Alors, il y a quelques données que l'on peut regarder, des données récentes, qui nous montrent par exemple la consommation française de viande par les Français, donc vous voyez en kilos par habitant et par an, différents types de viande, viande de volaille, viande bovine, porc, ovin et caprin, autres viandes, il y a les abats, la viande de cheval, etc. Alors, il y a un certain nombre de choses que l'on peut dire. D'abord, c'est que la première viande qui a vu sa consommation déclinée en France, c'est la viande rouge. La viande de bœuf, de veau, enfin, ce qu'on appelle la viande rouge au sens limité, la viande bovine, pardon, j'ai dit la viande rouge, mais là, on va dire plus précisément la viande bovine. Et le point important, je ne sais pas si je crois qu'on ne voit pas très bien le point important, c'est de voir que la consommation de viande bovine, vous voyez, c'est la deuxième courbe en partant du haut, elle commence à décliner en 1980. C'est la première année où, après ce que j'appelle l'embellie carnée, c'est-à-dire l'explosion de la consommation de viande en France pendant les 30 glorieuses, parce que finalement, c'est dans l'histoire de notre pays une toute petite parenthèse de 3 décennies où les gens se sont mis à manger beaucoup de viande tous les jours et parfois 2 fois par jour. Mais vous voyez, dès 1980, on commence en France à diminuer la consommation de viande rouge. Alors 1980, c'est 16 années avant la vache folle. Quand on demande aux étudiants, ils disent c'est la vache folle, forcément. Non, non, pas du tout. Ça commence bien avant. Alors c'est quelle raison? Eh bien, c'est le prix. Début des années 80, c'est le début du chômage de masse, c'est les restos du cœur qui se croient. Eh bien non, pas du tout. Les scientifiques qui ont regardé ça ont vu que ceux qui commençaient à partir de 1980 à diminuer leur consommation de viande rouge, eh bien c'était les CSP+, des gens qui peuvent manger de la viande tous les jours, et même 2 fois par jour. Alors bien sûr qu'il y a eu des gens qui se retrouvaient au chômage, qui devaient diminuer leur consommation de viande, mais les premières raisons n'étaient pas une histoire de prix. Donc il y a d'autres raisons. On va les voir, bien évidemment. Et puis après, on voit que, donc des raisons multiples. Ensuite, ce déclin, il va s'étendre aux autres viandes. Alors peut-être pas la volaille, c'est vrai, encore qu'aujourd'hui, si les Français arrivent à stabiliser leur consommation de volaille, c'est parce qu'ils mangent de la volaille au restaurant ou dans les cantines, quand ceux-ci sont ouverts, évidemment, et alors que la consommation à domicile, enfin l'achat de volaille pour la consommation à domicile, diminue. Et donc à la fin des années 90, on voit que c'est la consommation de viande dans son ensemble, alors dans le détail pas la volaille, mais la consommation de viande dans son ensemble, qui diminue en France. Donc ce n'est pas en soi un phénomène récent. Ça fait quand même 40 ans que les Français diminuent leur consommation de viande rouge et une bonne vingtaine d'années qu'ils diminuent leur consommation de viande. Avec, c'est vrai, une accélération au cours de ces dernières années dont on va parler. Mais ça n'est pas du tout un phénomène nouveau. Alors on va y revenir, là j'ai mis quelques chiffres récents, des chiffres donnés par le CREDOC, qui fait effectivement des enquêtes directes, mais qui ne demande pas aux gens est-ce que vous mangez de la viande, est-ce que vous mangez des fruits et des légumes, parce que là évidemment tout le monde vous dit qu'il mange des fruits et des légumes. Stéphanie parlait du biais de désirabilité.
Bon, là, on leur demande de remplir, sur plusieurs jours, de noter tout ce qu'ils consomment et en quelle quantité. Mais évidemment, il y a beaucoup de biais. Mais en tout cas, comme on utilise la même méthode, on peut suivre l'évolution et on voit que, s'agissant de la consommation de viande hors volaille, il y a une diminution sensible, puisqu'en 2010, on était à 400 grammes par semaine, par Français, 300 grammes en 2019. Alors, je crois qu'on a donné tout à l'heure, Hélène Parier a donné le chiffre, je crois, des recommandations de 500 grammes maximum, de ne pas dépasser, c'est la recommandation, 500 grammes de viande rouge cuite par semaine. Alors, où se situent les Français, qu'on considère comme des gros viandards? Au regard de la santé, on est très en deçà, on le voit. 300 grammes en moyenne par semaine de viande autre que la volaille, on est très en deçà des 500 grammes. Et en 2019, et c'est certainement plus aujourd'hui en 2021, 82% des Français en 2019 mangeaient moins de viande que ce seuil limite de 500 grammes. Bref, il y a des gros consommateurs de viande, c'est-à-dire des gens, peut-être 15% de la population aujourd'hui, qui sont au-delà des 500 grammes de viande, mais tous les autres sont en deçà, et même largement en deçà. Mais là, je ne parle évidemment que de la santé, parce qu'il y a aussi la problématique de l'environnement, des gaz à effet de serre. Mais sur le plan strictement de la santé, on est quand même plutôt très bien en France, malgré un peu les idées reçues que l'on entend parfois. Alors, là, je ne vais pas développer, mais il est clair que si, ça a été dit tout à l'heure, je crois, si la consommation de viande décline en France, et encore une fois depuis 40 ans pour la viande rouge et depuis plus de 20 ans pour la viande, dans le monde, ça augmente. Et pour les raisons que vous avez indiquées, Fabrice, à la fois l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie moyen. C'est vrai, vous avez raison, c'est une vraie loi universelle et éternelle. Quand les gens sortent de la pauvreté, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de manger quoi? De la viande, comme les riches. La viande, c'est l'aliment emblématique du puissant, du riche, depuis qu'on a commencé à faire de l'élevage il y a à peu près 10 500 ans dans le croissant fertile, où la viande a été réservée aux riches pour nourrir le peuple, céréales et légumes secs. C'est beaucoup plus efficace. Alors je vais donner quelques chiffres là, mais je vous laisserai les présentations pour que vous puissiez, si vous souhaitez, récupérer les données, comme ça m'évite d'en rentrer trop dans le détail. Voilà, je vais parler de la consommation du lait, alors qui ne cesse de diminuer en France. Par contre, c'est mieux pour ce qui concerne les autres produits frais, les yaourts, les fromages, mais le lait de consommation sous forme liquide ne cessait de diminuer jusqu'en 2020, qui a été évidemment une année pénible pour les industriels laitiers et les vendeurs de lait, à cause de l'effet Covid. Vous vous rappelez au début, pendant le premier confinement, on a beaucoup eu envie de faire de la cuisine et surtout de la pâtisserie à la maison avec les enfants. En tout cas, pour ceux, ce n'était pas le cas de tout le monde, qui étaient ou en télétravail ou simplement en chômage technique. Et là, on a vu évidemment des explosions de consommateurs, des achats de lait, de farine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2021, évidemment, on s'attendait à un retour à la normale, qui a eu lieu pour une grande part, mais pas complètement. Il en reste quelque chose. Et donc, on se dit que peut-être la consommation de lait liquide, qui ne cessait de diminuer, peut-être qu'elle va diminuer un petit peu moins qu'on ne le pensait. En tout cas, ça reste à confirmer. Alors, si on revient maintenant à la période de 1950-1990, en gros, en très gros, les 30 Glorieuses, c'était plutôt 1965-1973, eh bien on voit là encore ce qui est universel. Sur ces années-là, 50-90, un déclin, mais là on peut dire une chute de la consommation des produits traditionnels de base, mais ça on voit ça dans tous les pays du monde. Quand on devient plus riche, on consomme moins de céréales, moins de tubercules, pommes de terre dans le cas de la France, moins de légumes secs. C'est vraiment une loi que l'on peut observer absolument partout. Et puis une augmentation, donc là c'est globalisé, les produits laitiers, consommation de viande, très légèrement de poisson, et puis ensuite une stabilisation, voire un déclin, on l'a vu, pour la viande. Alors, pour revenir sur les raisons, parce que ça je ne les ai pas indiquées, premier acte, première période, je vous le disais, dans un premier temps, il va y avoir, pendant donc les 30 Glorieuses, cette explosion de la consommation de viande,
Et à partir de 1980, pour la viande rouge, le début du déclin. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le prix qui est en cause. Alors, quelles sont les autres raisons? D'abord, il faut voir que la société a évolué, elle s'est tertiarisée, le travail est devenu moins physique. Même les agriculteurs, de moins en moins nombreux, même les ouvriers, de moins en moins nombreux, ont un travail qui est moins physique qu'il ne l'était auparavant. Et donc, du coup, notre corps a tout simplement moins besoin d'énergie et il a moins besoin, surtout dans les têtes, de l'aliment qui incarnait, si j'ose dire, la force musculaire, la puissance physique. On mange de la viande et on boit du gros rouge pour avoir la force qui nous permet d'aller travailler au champ, d'aller travailler à l'usine, de soulever des caisses quand on est un petit commerçant. Et donc, comme la société change parce que la nature du travail change, eh bien, la viande est moins attractive. Pour cette raison-là, on a moins besoin d'énergie pour vivre, et donc moins de calories, et donc on est moins tenté par les aliments censés en apporter. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a eu, bien sûr, pendant les 30 Glorieuses, une explosion du pouvoir d'achat, multipliée par 3,3 en l'espace de 30 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, un niveau de vie, pouvoir d'achat qui augmente de 230%. Et donc la viande, elle se banalise. Tout le monde peut accéder à la viande, elle s'est totalement démocratisée. Même les gens les plus modestes peuvent manger de la viande tous les jours. Peut-être pas la viande de top qualité, mais ils peuvent en manger tous les jours, et même certains 2 fois par jour. Et du coup, et ça c'est un facteur très important en sociologie de l'alimentation, la distinction sociale. Manger de la viande n'est plus l'apanage des riches, puisque tout le monde en mange. Et c'est pas par hasard que ce sont les CSP+, qui sont les premiers à diminuer leur consommation de viande. Et on voit bien aujourd'hui, manger de plus, ce qui fait chic, c'est pas de manger de la viande. Hein, ce qui fait riche, c'est pas de manger de la viande. C'est exactement l'inverse. Et donc ça a joué. La viande s'est banalisée, elle n'était plus un marqueur social, et donc on commence à diminuer la consommation de viande rouge dans les classes, entre guillemets, supérieures de la société. La viande, c'était pas toujours très adapté aux nouveaux modes de consommation en termes de rapidité, de snacking. Alors c'est vrai que c'est pas très long de faire un steak à la poêle, mais il faut quand même avoir sous la main un four et une poêle, et nos modes de vie et nos rythmes de vie qui sont devenus des rythmes de ville font que parfois on ne va même pas prendre ce temps-là. Et puis d'autres raisons, évidemment, c'est qu'à partir du début des années 80, on voit vraiment monter dans la société la préoccupation de santé, et cette préoccupation, elle va d'abord naître dans les couches de la société, CSP+, que j'évoquais tout à l'heure. Donc vous voyez, le prix, il n'intervient pas, il intervient un peu, mais pas beaucoup dans les raisons qui commencent à expliquer, il y a 40 ans, le déclin de la consommation de viande rouge. Et puis plus récemment, et puis alors bien sûr, à la fin des années 90, l'ESB, la vache folle, 1996, bon, c'est vrai qu'il y a eu le veau aux hormones avant, il y avait eu quelques crises, mais ça vient un peu après, et la médiatisation de cette crise ne fait évidemment qu'accroître la peur et diminuer la consommation de viande. Dans la deuxième partie, depuis les années 2000, bon, il y a eu d'autres crises qui sont jusque la crise des lasagnes, prétendument au bœuf, mais qui était au cheval, qui n'était pas une crise sanitaire, mais qui a eu beaucoup d'impact dans la tête des gens. Bien sûr, on pourrait parler très longuement du rôle d'Internet, des réseaux sociaux, des prises de parole des anti-viande et des anti-élevage, parfois des people, des animateurs à la mode, des journalistes connus, des acteurs et des actrices, etc. Cela a un réel impact auprès d'une partie de la population. Et puis, il y a eu aussi des annonces. En 2015, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé la viande parmi les aliments probablement cancérogènes. Dans ce même groupe, probablement cancérogène, on va trouver l'eau chaude, on va trouver le travail de nuit, on va trouver le radeau. Donc, j'aimerais pas être un breton qui boit du thé bien chaud, parce qu'en Bretagne, il y a du granit, et donc des émanations de radeau. En fait, et du coup, on a titré, je me souviens très bien en 2015, en novembre 2015, Le Monde, le journal Le Monde titre « La viande donne le cancer ». Évidemment, c'est pas du tout de ça dont on parle. Ça, c'est une idée, mais archi fausse. Bien sûr que non, que la viande ne donne pas le cancer. D'abord, on parle de la viande rouge. Ensuite, c'est pas la viande rouge, c'est l'excès de viande rouge.
à partir de 500 grammes de viande cuite par semaine. Et ce n'est pas tonnes de cancer, mais, et je vais être très précis, augmente de 18% le risque de cancer colorectal, dont la prévalence dans la population française est de 2,5. Donc ce risque passe de 2,5 à 2,9 pour le cancer colorectal. C'est pas tout à fait la même chose que de dire la viande est un poison qui donne le cancer. Mais c'est un peu difficile aujourd'hui d'avoir des argumentations scientifiques. Il m'a fallu quand même 15 secondes pour vous le dire. Et puis évidemment, alors ça c'est un point bien sûr qui fait le débat aujourd'hui, qui est la conscience environnementale croissante, le climat. Et là évidemment on s'est mis à montrer du doigt l'élevage. Bien sûr que l'élevage est un contributeur aux gaz à effet de serre. Ça c'est tout à fait vrai. Mais il y a tellement de discours qui sont scientifiquement faux qu'on entend, qui m'énervent et contre lesquels j'essaye de lutter de façon modeste. Et c'est toujours les mêmes choses qu'on entend. L'élevage produit davantage de gaz à effet de serre que les transports. C'est totalement faux. L'élevage, la production d'1 kilo de bœuf nécessite 15 millilitres d'eau. C'est n'importe quoi, etc., etc. Et quand on parle de concurrence avec les produits pour les humains, c'est vrai, mais c'est vrai en partie. Car les humains ne mangent pas l'herbe des prairies naturelles et des pâturages. On n'a pas la capacité à les digérer. Ce que je veux dire, c'est pas que je veux défendre évidemment la viande envers et contre tout. Et je pense, parce que les spécialistes nous le disent, que nous devons dans nos pays réduire notre consommation de viande, mais je pense que, pour répondre à la question suivante, l'avenir des protéines animales, ça passe aussi par combattre des idées fausses, des idées reçues. C'est vraiment rétablir la vérité des faits. Le problème aujourd'hui, c'est que quand vous énoncez des faits, on pense qu'il s'agit d'une opinion. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous pensent que c'est une opinion que je développe. Non, ce n'est pas une opinion, c'est juste des faits scientifiques que je peux évidemment documenter. Et donc, ces inquiétudes par rapport à la démographie mondiale, donc la question de l'élevage formidable gaspilleur de protéines végétales avec lesquelles on pourrait nourrir les humains, c'est vrai en partie, et seulement en partie, qu'il y a une concurrence. Et puis évidemment, cette sensibilité en hausse vis-à-vis de la souffrance animale depuis le milieu des années 2010, où on a vu effectivement des vidéos, bon, vous connaissez ça, de L214, qui montrent des choses que les éleveurs eux-mêmes disent, bien sûr que c'est totalement inacceptable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bien sûr, le végétarisme et, excusez-moi, là, on voit effectivement, à partir depuis quelques années, donc avant la pandémie, la baisse du pouvoir d'achat, l'essor de la pauvreté, qui, là, pour le coup, va contribuer à réduire la consommation de viande chez certaines personnes. Pour autant, pour finir là-dessus, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de cette... Il n'y a pas de basculement vers le végétarisme en France. Et souvent, les journalistes, quand je leur dis ça, ils ne croient pas quand je leur dis « Mais vous savez, dernière étude France Agrimaire, 15 000 enquêtés quand même. » Et ce n'est pas des gens à qui on a demandé un peu bêtement « Est-ce que vous êtes végétarien ?» Parce que si vous posez la question comme ça, il y a des tas de gens qui vous disent qu'ils sont végétariens. Et moi, je l'ai testé. Alors, vous êtes végétarien, donc ça veut dire que vous ne consommez pas de chair animale, ni viande, ni poisson. Ben oui. Mais alors pourquoi vous dites que vous êtes végétarien? Mais parce que dans mon supermarché, de temps en temps, j'achète des produits transformés sur lesquels c'est marqué veggie, végétarien. Mais ça ne fait pas de vous un végétarien. L'intérêt de l'étude de France Agrimaire, c'est qu'on donne aux gens d'abord la définition. Voilà ce qu'on appelle un végétarien, un végétalien ou un vegan, un flexitarien. Bon, là, il y aurait à dire, etc. Et de manière un peu plus précise, donc, voilà le résultat. Il n'y a en France que 0,8%, enfin 0,3% de végétaliens véganes, aucune protéine animale pour le coup, aucun produit animal, c'est pas rien, 0,3%, c'est plus qu'il y a 10 ans, mais c'est quand même que 0,3%. Les végétariens stricts, qui ne sont pas végétaliens, qui ne mangent pas de chair animale, ni viande ni poisson, mais qui mangent des œufs, du lait, etc., 0,8%, ça fait 1,1%. Et si vous rajoutez les pescétariens, des gens qui ne mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson et tous les autres produits animaux, vous arrivez à un total de 2,2%. Certes, il est en augmentation, certes, il est plus élevé chez les jeunes générations, mais ce que l'on peut dire, c'est que 98% des Français mangent de la viande,
pour la grande majorité d'entre eux aujourd'hui, souhaitent continuer à en manger, mais il y a quand même un vrai mouvement, celui que j'ai indiqué tout à l'heure, qui est celui de la diminution tendancielle de la consommation de viande, et on voit effectivement beaucoup d'adeptes, qu'on appelle des flexitariens, du manger moins, mais mieux, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle à mon avis pour les éleveurs, parce que c'est du moins, certes, mais mieux, donc on est prêt à manger de la viande, encore. Alors ça, eh ben, ça a été présenté tout à l'heure par Stéphanie, donc c'était pour montrer que la perception du vrai repas change peu, hein, donc votre travail de thèse, extrêmement intéressant, alors je le passe puisqu'il a été développé, ce qui montre que dans la tête des Français, un vrai repas, sauf dans certains scénarios, j'invite un végétarien, où c'est quand même la viande qui est au cœur du repas. Ça, on ne détruit pas comme ça, en quelques années, une culture alimentaire qui fait de la viande le cœur du repas et du reste, un accompagnement, une garniture. Hein, les mots sont très révélateurs, bien évidemment. Et puis enfin, pour terminer là-dessus, il faut que j'accélère. Alors souvent, alors on sait, c'est vrai, les enquêtes montrent que les jeunes générations sont plus sensibles que les plus âgées à la cause animale, au climat, aux gaz à effet de serre émis par l'élevage. Alors, déjà, quand on dit les jeunes, il faut faire attention. C'est comme quand on dit la jeunesse. Ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui manifestent pour le climat, c'est vrai. Vous regardez quelle est leur origine, quel est leur statut, le statut social de leurs parents, et vous voyez que ce n'est pas les jeunes des banlieues, moi j'habite en banlieue parisienne, que ce n'est pas les jeunes des territoires ruraux. Enfin, c'est plus complexe. De même qu'on ne peut pas parler d'un consommateur, mais des consommateurs, et que chacun d'entre nous, vous comme moi, nous sommes des consommateurs, ou un consommateur pluriel. Ça dépend du contexte, du temps que l'on a, de nos envies, etc., etc. Donc il y a vraiment un éclatement. Maintenant, on a quand même des tendances, bien sûr, qui se dessinent. Et donc j'en reviens à ces jeunes, comment ça se traduit sur leur consommation de viande? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Ben, ils diminuent, puisqu'ils sont sensibles au climat, à la cause animale, etc., plus que les aînés. C'était intéressant de voir les chiffres du CREDOC, j'attends avec impatience qu'ils soient actualisés, qui montrent que les plus gros consommateurs de produits carnés en France, ce sont les 18-24 ans. Alors, évidemment, on peut faire. Je n'ai pas mis la source, mais c'est le CREDOC, et c'était en 2016, qui montre que, voilà, c'est par tranche d'âge, vous avez. Alors, vous allez me dire, non, c'est pas possible. C'est vrai que les jeunes, ils ne vont pas chez le boucher acheter une entrecôte saignante qui déborde de l'assiette. Non, non, ils mangent des produits carnés. Ils mangent de la charcuterie sur leur pizza, enfin beaucoup, quand je dis ils, là encore, des burgers, des kebabs, des sandwichs au poulet, etc., etc. Vous voyez, il faut toujours se méfier des choses que... On regarde notre environnement, on regarde nos amis ou les enfants de nos amis, et on en connaît qui deviennent végétariens. C'est pas toute la France, c'est pas toute la jeunesse, vous voyez. Mais il y a quand même une réalité, évidemment, du déclin de la consommation de viande et de la prise de conscience. Mais ce n'est pas toujours aussi rapide ou aussi généralisé qu'on le pense. Et puis, vous savez, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup travaillé sur la précarité alimentaire. Ceux qui mangent le plus de viande, de charcuterie et de volaille sont les plus défavorisés. Parce que c'est parce que je mange de la viande que je peux considérer et que je peux envoyer ce message à mes enfants qu'on n'est pas encore tout à fait exclus de la société. Vous voyez, c'est très intéressant ça. Ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent plus de viande, ceux qui mangent bio, ceux qui mangent local, eh bien je suis désolé, ce que montrent les enquêtes, c'est des gens, c'est pas forcément les riches, comme on dit parfois, c'est niveau d'éducation élevé, habitant les centres-villes, etc. Souvent des gens qui ont des revenus pas mauvais, mais pas forcément des gens riches. Alors on a évoqué ça, la quantité. Alors moi je trouve ça intéressant. On se dit, ben ça y est, les gens ils commencent à être sensibilisés depuis quelques années qu'on leur parle de réduire la consommation de viande, de protéines animales. Ben, vous voyez, entre 2010 et 2019, c'est d'autres enquêtes du CREDOC, on est passé de 61 grammes de viande, de protéines animales, à 54 grammes de protéines animales. Donc oui, il y a une diminution. Oui, mais en proportion. On a évoqué tout à l'heure la proportion, et Stéphanie a dit que la recommandation du PNMS, c'était moitié-moitié.
hein, d'autres sont plus drastiques, entre guillemets, mais pour le PNNS, par rapport à la santé, au minimum, c'est 50% de protéines végétales et 50% de protéines animales. Et ça, on voit que ça ne bouge pas. On est toujours, en France, à 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales, mais alors même que la consommation totale de protéines diminue. On mange moins, tout simplement, donc on mange moins de protéines. Alors, quel avenir pour des protéines locales? Les protéines animales, moi je crois vraiment que les produits carnés, le lait, les produits laitiers, les œufs, ont à l'avenir. Quand même, je ne crois pas que ce soit complètement cuit, mais bien sûr qu'il y a un déclin, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Pour une raison qui est, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons c'est lié à notre culture alimentaire, qui reste quand même assez forte. On aime, nous les Français, c'est bien connu, la diversité alimentaire, qui entre parenthèses est quand même une source, pas un garant absolu, mais une source ou un facteur en tout cas d'équilibre alimentaire. Donc on n'aime pas manger tous les jours la même chose. Et cette diversité alimentaire, c'est une source également de plaisir sensoriel, de convivialité. Bon, il n'y a pas besoin de développer ça beaucoup. Et puis on a aussi dans notre culture alimentaire cette culture des produits animaux. C'est quoi les produits traditionnels? Ben, voilà, vous n'avez qu'à y penser, vous allez voir que ce sont des plats dans lesquels c'est la viande qui est citée en premier. Je rappelle également qu'au jour d'aujourd'hui, et ça ne bouge pas beaucoup en fait, il n'y a toujours en France que 2%, 2,2%, j'allais dire seulement, de non-consommateurs absolus de viande. Il y a des gens qui n'en mangent pas souvent, mais qui en mangent quand même. Et puis il y a ce mouvement de fond dont je parlais, du moins mais mieux. Donc ça ne me paraît pas du tout. Et puis, bon, je prends souvent l'exemple du vin. En 1980, 92 litres de vin, 40 ans plus tard, 33 litres. Est-ce que les viticulteurs ont disparu? Non, il y en a toujours. Il y en a moins qu'avant, mais avant, il y avait plus d'agriculteurs dans tous les secteurs. En 1980, il y avait 1 600 000 exploitations agricoles, il en reste 400 000. Il y a moins de viticulteurs, comme il y a moins d'éleveurs. Est-ce que les viticulteurs vivent mal? Non. Dans la catégorie agriculteurs, c'est eux dont le revenu est le plus élevé. Simplement, ils ont changé leur manière de travailler. Ils font du vin de qualité, et les Français boivent beaucoup moins de vin, on le voit sur les chiffres, mais un vin qu'ils sont prêts à payer plus cher. Et du coup, on s'y retrouve. Alors, évidemment, pour terminer sur les protéines animales, l'avenir, ça va être pas de jouer la carte du prix, parce que question compétitivité-prix, sauf si on change les règles mondiales, les mêmes normes sociales, sanitaires, environnementales, les mêmes coûts de production pour tous les pays du monde, on en est loin. Voilà, on ne va pas concurrencer les poulets ukrainiens, polonais ou brésiliens. Donc c'est vraiment pas ça la marge de manœuvre. C'est évidemment de jouer la qualité. Alors ça ne veut rien dire, la qualité, c'est juste tout ce qui dépasse le prix. Et chacun d'entre nous va donner aujourd'hui sa définition de la qualité. C'est l'éclatement, la fragmentation de la population des mangeurs. Donc, il y en a certains pour qui la qualité c'est le bio, et d'autres qui vont dire, et ça c'est intéressant, le bio je n'y ai jamais cru, ou plutôt j'y crois moins aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, et pour moi c'est le local qui devient le nouveau totem, si vous voulez. Et d'autres qui veulent manger d'autres types de viande, ou en manger moins, etc. Donc la qualité, c'est répondre aux attentes des consommateurs, mais comme je vous le disais, c'est beaucoup de choses derrière. Les protéines végétales, on l'a dit, ça me permettra d'aller plus vite, elles ont beaucoup d'atouts. Là, je vais parler des protéines végétales pour l'humain, le légumes secs, si vous voulez. C'est au croisement des attentes actuelles d'environnement, de climat, de biodiversité. On a évoqué évidemment les intérêts agronomiques, la moindre émission de gaz à effet de serre, etc., etc. La souffrance animale, oui, quand vous mangez du végétal, vous ne mangez pas par définition de l'animal. Ça ne coûte pas cher, les légumes secs. C'est un point aussi qui est important. Donc il y a beaucoup d'atouts, je ne vais pas redévelopper dans le détail. Et bien sûr que le végétal, au-delà des légumes secs et des légumineuses à destination humaine, on voit bien que le végétal, en lui-même, a le vent en poupe. Et c'est ça qui me paraît important, c'est de dire que si les gens se mettent à manger des végétaux, ce n'est pas uniquement parce qu'ils veulent manger moins de viande, ça n'est pas uniquement pour compenser leur moindre consommation de viande, c'est parce que dans les têtes, le végétal est quelque chose qui est
qui a une vision très positive. Alors ça ne se traduit pas forcément dans la réalité, surtout en ce qui concerne les légumes secs, on vient de le voir, mais je pense que dans les représentations, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il est à la croisée des tendances de l'alimentation. Pour reprendre la célèbre expression de Claude Lévi-Strauss, pour qu'un aliment soit ingéré, il ne suffit pas qu'il soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. L'animal n'est plus tellement bon à penser aujourd'hui, c'est plutôt le végétal, encore une fois, qui est crédité de multiples atouts. Et cet imaginaire du végétal, il est devenu positif. Moi, j'avais fait un travail il y a quelques années, enfin, c'était une enquête réalisée par l'IFOP, et quand on demande aux gens de parler du végétal, c'est vrai qu'ils ne pensent pas aux légumes secs. Déjà, végétal, l'évocation, c'est la végétation, la verdure, les feuilles, les légumes, beaucoup plus que les fruits. C'est le vert, en fait. Alors, on ne pense pas aux légumes secs, on ne pense pas non plus spontanément aux produits transformés riches en protéines végétales. On associe le végétal à la naturalité. Vous vous demandez, tiens, citez-moi des aliments que vous associez à cette notion de naturalité. Jamais personne ne m'a dit une entrecôte de bœuf. Hein. On parle de légumes, on parle d'épices, on parle d'herbes aromatiques, etc., ou d'autres végétaux éventuellement. Et puis il est perçu comme un facteur de santé, c'est vrai, hein, on en fait la promotion aujourd'hui pour la santé du végétal, de minceur, on ne l'a pas cité, mais évidemment une des grandes motivations de nos consommations alimentaires, aujourd'hui, rester mince, donc le végétal, les fruits, les légumes en particulier ont cet atout, cet attribut d'aliment minceur, bien sûr, ils contiennent d'abord surtout de l'eau, heureusement quelques nutriments d'intérêt, mais surtout de l'eau. Et puis, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on associe spontanément au végétal, le bien-être, la détente, la relaxation, et c'est important pour une partie de la population, en mangeant végétal, bah, au moins, on n'est pas complice du meurtre alimentaire et de la souffrance des animaux. Alors, tous les freins des légumes secs, ça a été dit tout à l'heure par Stéphanie. Moi, je travaille beaucoup sur l'histoire de l'alimentation, et c'est tout à fait vrai que le socle de l'alimentation, ce qui est encore le cas dans les pays pauvres, c'est les céréales et les légumineuses. Là, je termine un ouvrage pour les éditions Kouaé, aliments essentiels, céréales et légumes secs. C'est comme ça que les gens se nourrissent depuis le néolithique. Ça ne fait que très peu de temps que dans les pays riches, on s'est mis à consommer en grande quantité des produits animaux. Mais c'est vraiment une parenthèse, encore une fois, dans l'histoire. Alors, les légumes secs, ben, c'est la viande du pauvre, c'est des aliments populaires, et donc c'est pas très bon pour leur image. Et puis, ça m'a toujours amusé de voir que dans la restauration collective, on continue à dire la protéine, hein, pour parler de la viande. Et toutes ces perceptions qui ont été très bien dites, c'est long à préparer, difficile à digérer, cette image pas moderne et cette faible accessibilité mentale. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense légumes secs et puis de l'ultra transformé. Donc ça, c'est des chiffres qui ont été donnés. Alors pour finir, le local pour compenser et lever ses freins. Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est un effet de mode comme le sans gluten, etc. Moi, je suis vraiment convaincu, mais ça fait quand même longtemps que je regarde ça, que c'est absolument pas un effet de mode, c'est une tendance que la pandémie de Covid-19 n'a fait et ne fera qu'augmenter, cette idée du local. Même si dans la tête des gens, le local est paré de toutes les vertus, comme le bio, peut-être un peu moins le bio aujourd'hui. Donc c'est bon pour tout, parce que c'est local, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la sécurité sanitaire, c'est bon pour le goût, c'est bon pour l'environnement, etc. Oui, mais pas toujours. Hein. On peut discuter très longuement. On sait bien que les émissions de gaz à effet de serre d'un kilo de viande d'agneau venue de Nouvelle-Zélande, c'est bien moins qu'un kilo de viande d'agneau venue du Larzac, par exemple. Mais il y a d'autres indicateurs à prendre en compte, évidemment, pour évaluer l'agneau du Larzac. Mais sur le strict indicateur émissions de gaz à effet de serre, là, on est très mauvais. Hein. Je ne rentre pas dans le détail, tout ça a été publié, et même aujourd'hui, je crois, assez bien connu, peut-être pas du grand public. Alors, le local, alors déjà, de quoi il s'agit? Juste en deux mots, il n'y a pas de définition réglementaire du local. Hein. Il y a les locavores américains qui ont créé le mouvement. Pour eux, c'était local, c'était 100 miles autour de là où j'habite. Donc 180 km, je ne sais plus exactement combien ça fait.
1960. Et il y a une étude récente qui montrait que pour les Français, le local, mais ce n'était pas du tout une question de kilomètres, et c'est intéressant ça pour vous aussi, c'est une question de sentiment d'appartenance. C'est-à-dire pour certains, le local, c'est l'ultra-local, parce qu'ils se sentent vraiment appartenir à un micro-territoire, et pour d'autres, le local, ben, pour un breton, le local, c'est peut-être le made in Bretagne, vous voyez, pour d'autres, voire le made in France. On a des définitions du local qui dépendent finalement de ce que chacun met derrière, et c'est vraiment une relation affective, en quelque sorte, hein, avec un territoire. Voilà, ça je l'ai dit. Et puis, bon, bien sûr, il y a des confusions. Le local est souvent confondu avec circuit court, c'est pas la même chose. Hein, ou assimilé à bio. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui pensent que parce que c'est local, c'est bio. Ça peut l'être, mais le plus souvent, ça n'est pas d'ailleurs. Et puis, ben, ce n'est pas une garantie en soi. Mais enfin, dans la tête des gens, oui. Alors pourquoi? Ah oui, très rapidement. C'est très intéressant sur les représentations. Vous allez comprendre pourquoi. Demandez aux gens, c'est quoi pour vous un aliment de qualité? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'est-ce qu'ils vous répondaient en 2000? Un aliment de qualité, c'est un aliment qui a du goût, qui est bon. C'était vraiment l'item le plus évoqué. Et puis en 2015, alors bio, bon, est remplacé par un mot de 3 lettres qui commence par B, mais c'est bio. En 2018, c'est bio et sans. Vous voyez le sans? Le sans OGM, le sans gluten, le sans lactose, le sans viande pour certains, le sans additifs, le sans goût, ça c'est les mauvaises langues qui disent ça, etc., etc. Alors je repasse là-dessus, et en 2020, je vais directement, et bien en 2020, fin 2020, donc après avoir vécu quelques mois de pandémie, de confinement, de couvre-feu, de fermeture des restaurants, tout ce que vous voulez, c'est le local qui apparaît. Et là, on est vraiment au niveau des représentations. Ça ne veut pas dire que les gens y mettent en pratique, mais ce qu'ils ont dans la tête est quand même important. L'émergence de ces nouveaux mots, en termes au niveau des représentations mentales, est quand même intéressante à regarder. Mais le plaisir demeure malgré tout. Ça dépend de quelle est la question qu'on pose. Si on demande aux gens c'est quoi un produit de qualité, c'est pas la même chose que si vous leur demandez si je vous dis nourriture, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ouf, on est rassuré, les Français ils pensent d'abord plaisir. Mais quand on parle d'aliments de qualité, ça sous-entend qu'il y a des bons aliments, des mauvais aliments, et c'est pour ça qu'on voit intervenir d'autres notions. Alors, les raisons de l'achat des producteurs locaux, il y a à la fois des besoins de réassurance, au moins quand j'achète local, je sais d'où ça vient et je peux même aller engueuler le producteur si je trouve que vraiment ces tomates ou ces choux ou ces produits laitiers ne sont pas bons, je ne le ferai pas forcément, mais je sais qui c'est. Hein, j'ai son nom, j'ai son adresse, peut-être même je le connais, je l'ai rencontré à la ferme ou sur un marché. Ça m'a suffi à me rassurer par rapport à l'anonymat de la mondialisation, des grandes sociétés, etc. Et puis, plus positif, et ça je crois que c'est une tendance qu'on avait déjà bien avant le confinement, une des premières, et même la première d'ailleurs, motivation, j'achète local pour favoriser l'économie de mon territoire. Avec, encore une fois, le mot local qui peut avoir différentes acceptions selon les personnes, et ça c'est très important. On est dans ce qu'on appelle la consommation responsable, citoyenne, c'est-à-dire, je ne développe pas ça ici, mais ce que j'appelle une éthique de l'alimentation, c'est-à-dire on met dans l'alimentation des valeurs qui dépassent la valeur santé, la valeur hédonique, la valeur prix, mais aussi la valeur solidarité, par exemple, avec des producteurs. Donc ça, c'est ça qui me fait dire aussi que le local est quelque chose de très important. Et plein d'autres choses, mais que je ne vais pas développer. Alors voilà, et là, vous pourrez regarder ces données récentes, je ne vais pas les commenter, ça va juste pour étayer, ça vient pour étayer ce que j'ai dit à l'instant. Alors pour finir, comment promouvoir les protéines locales? Il y a des leviers importants. La restauration collective, évidemment, qui doit d'ailleurs proposer du local, des protéines locales, animales et végétales. La distribution, et ça a été dit tout à l'heure, c'est très intéressant, comment faire en sorte, pour parler des protéines végétales, des légumes secs, que les gens les identifient, que les gens aient envie de s'en emparer. Donc le rôle des distributeurs est évidemment aussi important, autant que la restauration collective pour promouvoir le local. Pas juste comme argument marketing, ça
le font, mais pour aller un petit peu plus loin dans la structuration de véritables filières. Je crois que c'est important de continuer à mieux les faire connaître. On l'a dit tout à l'heure, quels sont les atouts des protéines végétales, mais aussi des produits animaux et de l'élevage par rapport aux problématiques de l'environnement. D'avoir des vaches, d'avoir des moutons, d'avoir des chèvres, des ruminants, élevés à l'herbe, c'est quand même pas mal. Certes, ça émet du méthane, mais pour 30% en moyenne, ce sont des puits de carbone. Et il faut l'expliquer aux gens, ils ne le savent pas forcément. Et puis il y a bien d'autres intérêts, évidemment, d'avoir de l'élevage. Et puis parler également, mais là, moi c'est ce qui me passionne aussi, la dimension culturelle, historique de l'alimentation, leur raconter les races locales, les légumes secs de pays. C'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, mais il y a des gens, ça intéresse que, c'est pas seulement on leur dit c'est local, mais on s'ancre dans une tradition. On leur raconte une histoire vraie, autant que possible. Et ça aussi a un caractère rassurant. Donc ce sont des leviers à actionner. Et puis, on l'a dit, des légumes secs, accompagner au quotidien les consommateurs, comment on les prépare. C'est peut-être pas aussi long que vous le pensez. Alors, c'est vrai que souvent, les gens ils disent « Ah, mais vous vous rendez compte, il faut faire tremper. » Alors, pas les lentilles, mais les autres légumes secs toute la nuit. Ouais, mais vous pouvez dormir pendant ce temps-là, vous n'êtes pas obligé de les regarder. En fait, c'est pas que ça prend du temps, c'est juste qu'il faut anticiper. Et on n'est pas trop habitué dans notre société d'immédiateté à anticiper. Mais je pense que petit à petit, les gens peuvent changer leur façon de penser. Et puis, les innovations produits, c'est important parce que c'est comme ça qu'on vit. La praticité, créer une image de modernité et pas de viande du pauvre, c'est nécessaire. Et puis, il y a dans les attentes des consommateurs, que j'étudie par ailleurs, il y a l'attente de local, mais il y a aussi l'attente qui est très fortement en croissance, qui est le besoin de savoir. Alors on dit parfois la transparence. Pour moi, ça n'a aucun sens. Transparence, c'est la fenêtre qui est là, je vois tout à travers. Mais on n'a pas à tout dire de soi. Une entreprise, une exploitation agricole n'a pas à tout montrer tout le temps à tout le monde. Et les consommateurs, ils ne veulent pas tout savoir. Pas vrai. Ils veulent juste que quand ils ont des questions qui les tracassent, les pesticides, les résidus d'antibiotiques, tout ce que vous voulez, on leur apporte des réponses sincères. C'est pour ça que je préfère parler d'éthique de la sincérité que d'éthique de la transparence. Toutes les entreprises ont ce mot-là à la bouche. Est-ce qu'elles sont transparentes pour autant? C'est pas sûr. Et donc c'est important de répondre aux besoins de savoir. Si les gens vous posent des questions, d'où ça vient, comment c'est cultivé, comment c'est transformé, être en capacité de leur donner des réponses à leurs questions. Et puis rapprocher les producteurs et consommateurs. Moi je travaille beaucoup avec des groupes d'agriculteurs pour essayer de les aider finalement à reprendre un peu confiance en eux et à communiquer auprès des consommateurs, à prendre l'initiative de la communication. Donc on crée un dialogue un peu apaisé, un peu constructif, et donc communication de proximité à l'initiative des agriculteurs localement. Ça me paraît, ça se fait, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça mériterait. Et voilà, ça c'est mon dernier transparent. Alors voilà, redonner confiance aux agriculteurs. Question posée en avril dernier. Considérant le contexte actuel et la situation de votre exploitation, est-ce que vous vous sentez pessimiste? Quand même 54%, dont 60% des moins de 45 ans. Là, je parle des agriculteurs. Donc je pense que l'accompagnement que l'on doit apporter aux agriculteurs pour le développement de protéines animales et végétales locales de qualité, c'est un accompagnement de recherche, vous l'avez dit Fabrice, il faut des références, il y a des nouvelles variétés à créer, adaptées, bon, tout ça vous l'avez dit, et ça je crois que c'est très important, R&D, recherche-développement, référence, appui technique, communication, des aides financières. On ne change pas comme ça du jour au lendemain sans soutien financier parfois. Et puis le soutien moral de la population qui dit aux agriculteurs, c'est ensemble que l'on va co-construire l'assiette de demain avec des protéines végétales et des protéines animales locales. Voilà. J'ai terminé, j'espère que je n'ai pas trop débordé, je n'ai pas surveillé. C'est intéressant, merci beaucoup. Mais j'avais deux sujets, il faut dire. Excuse. Stéphanie, on va te reprendre. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Stéphanie ou pour Eric? N'hésitez pas, on peut prendre quand même quelques minutes pour les questions, même si on n'est pas en avance, on prendra le temps qu'on vous pose après.
Bonjour, j'ai juste une petite remarque à faire. En fait, vous faites une très belle présentation, je suis à peu près d'accord avec tout. Juste, vous oubliez de parler du phénomène déclenchant de la politique agricole commune, de la PAC, qui a industrialisé une certaine partie de la production, on va dire volaille et porc, au détriment de l'élevage bovin. Voilà, je voulais juste préciser ça et savoir ce que vous en pensiez. Oui. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vrai ce que vous dites, effectivement. Ben, en fait, ça a fait baisser le prix. En donnant des indemnités aux éleveurs, on a fait baisser le prix de la viande, ce qui fait que tout le monde a pu consommer de la viande rouge, et au détriment d'autres espèces animales, volailles et porcs, qui ont été industrialisées, comme on le sait, en Bretagne, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est peut-être une partie de l'explication. Quand vous dites que le prix n'a pas d'effet, en fait, c'est le prix qui a tout l'effet. Avec la PAC, en ayant fait baisser le prix de la viande bovine. Bien sûr que au départ, l'enjeu il a été très clair, qui a été de dire il faut que l'alimentation soit accessible à tous et dans un premier temps, on va, alors de manière, vous dites, effectivement différenciée, soutenir plus ou moins les agriculteurs. Moi, je crois que c'est un vrai problème, ça, parce que je pense que le pire qu'on peut imaginer, c'est l'argument qui consiste à dire pour que tout le monde ait accès à la nourriture, les plus pauvres, il faut toujours diminuer le prix de l'alimentation. Et là, moi, je trouve que c'est catastrophique, cette vision des choses. Je pense que non, le prix de l'alimentation doit être payé à son juste prix, un prix rémunérateur pour les agriculteurs, et les agriculteurs peuvent aussi être rémunérés par les services, comme on dit, écosystémiques d'intérêt général qu'ils rendent. Donc ils doivent évidemment bien gagner leur vie. Les consommateurs doivent comprendre que l'alimentation de qualité a un prix. Et après, évidemment qu'il y a des populations qui sont fragilisées. Malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Et là, il y a un mot, ça s'appelle la solidarité. C'est comme ça que moi, en tout cas, je vois les choses. Certains parlent de sécurité sociale alimentaire. Et moi, je pense que c'est comme ça. Certainement pas en disant on va toujours réduire le prix de l'alimentation, ce qui sera, alors là, pour le coup, en plus de la PAC que vous dites, catastrophique pour les agriculteurs, et qui fera qu'on aura une alimentation qui ne pourra pas être de bonne qualité. Il n'y a pas de miracle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le gaspillage alimentaire et j'en étais arrivé à cette conclusion très simple que si on gaspille, qu'est-ce qu'on gaspille? On gaspille ce à quoi on n'attache pas de valeur. Et le problème, c'est ça, c'est que l'alimentation a perdu ses valeurs monétaires. On a diminué la part de nos dépenses consacrées à l'alimentation humaine, sociale, symbolique, imaginaire, culturelle, etc., etc. Et donc, du coup, comme l'alimentation n'a plus toutes ses valeurs au pluriel, bien sûr qu'on va la gaspiller, ce qui en soi est tout à fait inacceptable.